Mais je me suis vite rendu compte qu'avec mon salaire, j'allais pas pouvoir forcément faire tout ce dont j'avais envie. Quand t'es confronté au réel, c'est toujours différent de la théorie en fait. Quand j'étais en études, je me projetais sur une certaine vie et au final, je me suis rendu compte quand je l'ai vécu était différente de ce que j'avais en tête. Et donc c'est ça aussi qui a été une grosse motivation pour moi. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à tout le monde, nichez-vous au maximum parce que c'est ce qui permettra d'exploser les rentas et de prendre les risques que les gens n'osent pas prendre. Aujourd'hui, il faut créer des expériences. On n'est plus des vendeurs de nuit, on est des vendeurs d'expériences. Donc, il faut arriver à se démarquer et à trouver des expériences uniques pour les gens qui viennent, quoi. T'as une nouvelle clientèle qui émerge grâce au logement atypique. Ça va être les personnes locales qui viennent pas pour un voyage, pas pour visiter la ville, mais pour ton logement. Faut aussi réfléchir à ce que t'aimes dans la vie parce que au plus tu aimes ça, au plus tu pourras faire un concept intéressant. Par exemple, une chambre sorcière Harry Potter. Si t'es fan de la série, forcément tu vas le retranscrire encore plus dans ton logement parce que tu sais ce que les gens vont attendre en termes d'expérience pour ce logement. Salut à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on accueille Alexandre et Anthony Ducreux, donc les frères Ducreux qui sont cofondateurs tous les deux d'une société qui s'appelle Mon Plan Immo, qui accompagne les personnes à investir dans des logements atypiques. Et justement, ça va être le sujet du jour, les logements atypiques. On va en savoir un peu plus sur cette industrie, sur comment mettre des projets en place, peut-être aussi voir un peu les avantages et inconvénients par rapport à d'autres classes d'actifs. Et dans un premier temps, du coup, est-ce que Alexandre et Anto, vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Ouais, bien sûr. Bah déjà, salut Alex, salut Thibaut. Merci à Salut. vous Salut de à vous. nous recevoir dans ce podcast. On est ravis Yes. de pouvoir échanger avec vous sur ces logements atypiques et vous présenter un petit peu notre parcours. Pour nous présenter rapidement déjà individuellement, donc moi c'est Anthony, j'ai 29 ans, donc je suis cofondateur de Mon Plan Immo avec Alex et je suis ancien prof de PS. Et donc moi je suis Alexandre, donc le petit frère d'Anthony. Vous avez dit les frères Ducreux tout à l'heure. C'est marrant parce qu'on nous appelle souvent les frères Ducreux. C'est pas du tout de nous que vient l'idée. Ça revient assez souvent, mais c'est cool entre frères. Donc je suis le petit frère, parcours totalement différent d'Anthony. Moi j'étais quelqu'un de pas scolaire du tout, je suis toujours pas. D'ailleurs mauvais à l'école, enfin voilà le cliché. Mais pour le coup c'est Expert en orthographe. Voilà, expert en orthographe, je sais pas trop écrire, donc je suis un petit peu le revanchard qui était pas bon à l'école et qui essaye en tout cas de s'en sortir un petit peu dans le monde du business, de l'investissement, etc. quoi. Moi, si ça peut te rassurer, j'ai le même Alexandre. Moi, il fait des fautes d'orthographe de partout aussi. Donc, Bah, tu On vois, ça essaye doit de être, s'améliorer bien- tous les jours, mais ça doit être le prénom alors. c'est ça. Ouais, c'est ça. Bienvenue au club Thibaut. Bon, trop cool. Et du coup, donc on en sait un peu plus sur ce que vous avez fait avant, un peu d'où vous êtes parti. Comment c'est venu, comment ça a démarré votre aventure dans l'investissement ? Eh Je peux ben, peut-être vas-y, commencer Alex, Anto, parce que Ouais. c'est parti un peu de là. L'aventure dans l'investissement, elle a commencé par mon premier achat, moi, à 19 ans, avec un prêt étudiant. En fait, pendant que Ok. j'étais agent immobilier en alternance. Donc moi, j'ai fait un BTS profession immobilière, pour la petite histoire, que j'ai pas eu. D'où mon côté super scolaire. Donc je l'ai fait en alternance. Donc j'ai eu un premier rapport, j'aime bien le dire, moi, avec l'immobilier qui était pas terrible. Parce que quand on est en alternance, je sais pas si vous avez fait de l'alternance, mais si, ouais. en général, t'es pas trop mis à ta juste valeur. Moi, je voulais gagner de l'argent vite, rapide, avoir des responsabilités, chose qu'on me permettait pas dans la société dans laquelle j'étais. Mais du coup, en parallèle de ça, j'ai acheté mon premier appartement, donc du coup à 19 ans avec un prêt étudiant. Et donc, si vous connaissez un peu le prêt étudiant, je suis pas du tout là pour conseiller le prêt étudiant et dire que c'est bien, mais voilà, c'est quelque chose qui moi m'a permis pour le coup de bien me lancer. Et la différence avec le prêt étudiant, c'est qu'on peut différer le prêt sur 5 ans. Sur 5 ans. Mais- Et Ouais. Tu moi, me ça trompes tu me trompes si je me coupe, Alex, mais toi aussi, non, Ouais, j'en ai fait. t'as commencé comme ça. Ouais, J'en ai donc, fait plusieurs et deux j'en ai points fait faire communs. un à ma copine aussi où on investit ensemble. Bon, voilà, j'en ai fait pas mal. Ok, bon, c'est vraiment le prénom Ça du vaut coup. pas. hein. Ouais. Quatre points quand même. Et du coup, bah voilà, si vous connaissez bien le prêt étudiant, moi ça m'a permis de mettre un locataire en place. À l'époque, pas du tout de location courte durée ni d'atypique. On était loin de ça avec Anthony. Donc j'ai mis un appartement en location classique sur Saint-Étienne, parce qu'on vient de la région de Saint-Étienne avec Anthony. Ok. Donc ce qui m'a permis d'engendrer une belle trésorerie et d'ensuite après, surtout créer des déclics, d'enchaîner différents projets et d'embarquer un petit peu le frangin avec moi qui m'a rapidement suivi et bien suivi pour le coup. Du coup, une très bonne expérience dans ce premier investissement. Ça s'est même passé quoi au final. Ouais. Ça va, on a eu, je dirais parce qu'Anthony m'a suivi tout de suite après, il a fait un Ok. investissement par la suite. Je dirais que sur ses premiers investissements, on a eu un peu de chance parce que moi j'étais agent IMO mais en alternance. J'étais loin d'avoir les compétences que j'ai aujourd'hui. Je connaissais des petites choses, mais il y avait des règles de copropriété que je connaissais pas. Enfin, voilà, j'ai acheté un petit peu à l'aveugle. Anthony
autant que moi, voire pire. Donc je dirais qu'on a eu un peu de chance sur ces premiers investissements, mais on avait quand même cette fougue et le fait d'essayer de bien chercher quand même. Moi, ce premier bien, j'avais 13,5 de rentabilité, c'était en 2017. C'est quand même bien. Donc à Saint-Étienne, donc c'était déjà pas mal. On avait fait du meublé, donc fiscalement, on avait déjà un peu réfléchi à des choses. Mais voilà, on était loin d'avoir les compétences qu'on a aujourd'hui, donc on a fait plein d'erreurs, voilà, de stratégie. Ouais, les erreurs de etc. début, ouais. Forcément, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je pense que déjà, 13,5 de renta pour un premier investissement, c'est déjà, En location classique. à mon avis, ouais, en location classique en plus, c'est déjà mieux que, je pense, 80% des gens dans toute C'est leur clair. vie, quoi. Donc c'est quand même... Puis le passage à l'action à 19 ans aussi. Ouais, clairement. Clairement, t'as pas chômé pour le coup. Ouais, Du coup, toi- c'est clair. Bah, je vais laisser la parole à, Ouais, à Anthony. c'est ce que j'allais demander, Anthony. Toi, donc Alexandre nous a dit que tu avais commencé pas longtemps après. Ça s'est passé comment? Eh ben, moi, comment l'immobilier est arrivé un petit peu dans ma vie, je dis toujours par deux choses. Déjà par Alex, faut pas se mentir. D'avoir le petit frère à 19 ans qui passe à l'action. Alors, j'étais pas bien vieux non plus, mais j'avais 22 ans à l'époque. Et je me suis dit, ok, bah Alex, il passe à l'action. Et je suis d'une nature assez compétiteur quand même, passionné de sport. Et je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas moi? Donc, ça m'a un petit peu piqué dans l'orgueil. Et je me suis dit, il faut que je passe à l'action. Donc, je l'ai fait. J'ai enchaîné 2-3 mois après Alex. Pareil, fougue de la jeunesse, etc. Et donc, je suis passé à l'action. Mais il y a un deuxième élément qui a fait derrière aussi qu'on a enchaîné sur différents projets immobiliers. C'est bon, à la fois le petit frère qui passe à l'action, mais surtout ma situation personnelle de l'époque. Donc, moi, j'avais 22 ans, j'étais prof stagiaire à l'époque. Je venais d'avoir mon concours. Là, j'avais bossé pendant 4 ans pour ça. Mais je me suis vite rendu compte que, voilà, avec mon salaire, j'allais pas pouvoir forcément faire tout ce dont j'avais envie. Même si ça peut paraître dingue, parce que tu te dis, tu le sais, quand tu t'engages dans les études, etc. Mais quand tu es confronté au réel, c'est toujours différent de la théorie, en fait. C'est-à-dire que je pense que quand j'étais en études, je me projetais sur une certaine vie qui, au final, je me suis rendu compte, quand je l'ai vécue, était différente de ce que j'avais en tête. Et donc, c'est ça aussi qui a été une grosse motivation pour moi, parce que ça a été les deux points de départ. Mon premier invest et celui d'Alex, mais zéro stratégie, zéro envie derrière, c'est juste la volonté d'investir et pour plus tard, quoi. Mais par contre, derrière, on a passé la seconde et la troisième et ça nous a permis d'embrayer et Ouais, bah, d'aller de l'avant sur nos projets de immobiliers. toute façon, ouais, tu as eu ce déclic en fait, ouais, qui t'a mis le pied à l'étrier. Et il faut bien commencer quelque part. Donc franchement, déjà 22 ans, je pense pour la majorité des gens qui investissent et des gens qui nous écoutent, il y en a enfin la plupart ont sûrement pas commencé aussi jeunes, donc c'est déjà super, quoi. Non, on a démarré jeune et on en est content. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on en est là aussi aujourd'hui. C'est Bien que, bah voilà, on a démarré jeune, donc on a eu le temps de faire des erreurs aussi. Mais ça nous permet d'arriver aujourd'hui avec un sacré bagage et une belle expérience, mais avec encore l'allant de la jeunesse et la motivation pour faire d'autres projets, quoi. Bien sûr, et le fait que vous soyez frères, que vous investissez chacun de votre côté et ensemble, il y a une synergie qui vous pousse aussi à avancer, à aller de l'avant. Et Exactement, bah, c'est une super, c'est top ce que tu dis parce que souvent quand tu te lances dans l'investissement IMO et que tu fais des trucs un peu différents des autres, t'es un peu un ovni. Vous l'avez sûrement vécu. Et si t'as pas des ovnis à côté de toi, bah, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc nous, c'est vrai, je pense qu'on s'est tiré un petit peu vers le haut. On a tous les deux un petit peu d'ego, mais un bon ego où Anthony, il achetait un bien, il a essayé d'avoir une belle renta. Moi aussi, c'était un peu celui qui trouvait le truc bien. Donc je pense que ça nous a un petit peu tiré Driver, vers le haut. ouais. Tiré vers le haut mutuellement. Ça a aussi donné de l'élan à notre père, avec qui on a fait aussi des projets trop familiales bien. avec nos trop parents. bien. Il a toujours eu cette envie un peu d'investir. Il avait déjà investi lui de son côté, mais je pense de voir ses enfants qui investissent aussi, bah, je pense que ça l'a chauffé aussi pour le coup. Et du coup, on a fait des projets avec lui, notamment une Et- villa à Bali qu'on a pu faire avec lui, Trop et bien. aussi bah, voilà, des projets communs. Enfin voilà quoi. Donc c'est vrai qu'on a eu cette émulation Et un- un peu qui a été cool. Et un truc important sur le fait d'être deux, c'est que c'est hyper important dans les moments positifs pour se driver, se challenger, aller vers le haut. Mais je pense que c'est hyper important aussi pour traverser les moments de doute, que ce soit au niveau immobilier ou entrepreneurial, qu'on a eu avec Alex. Et ça a été une force. On s'en rend compte aujourd'hui, voilà, d'être deux, mais à la fois dans les bons, mais aussi les plus mauvais moments, parce que tu traverses la période difficile à Et deux, ouais. et c'est quand même plus simple aussi. Ouais, je dirais que c'est même peut-être Oui. dans les périodes difficiles où tu le ressens le plus, quoi, finalement. Ouais, sûrement. C'est que ne serait-ce que d'avoir quelqu'un avec qui échanger, parler de ses problèmes, essayer de trouver des solutions, déjà, ça n'a rien à voir que de mouliner tout seul et essayer de trouver une solution, quoi. Bon, top. Du coup, donc ça, c'était vos premiers investissements. Moi, je veux juste rebondir Ah, vas-y, sur pardon. un truc. D'où vous est venu, enfin surtout toi Alex, vu que c'est entre guillemets toi qui as commencé à investir en premier, l'idée d'investir parce que du coup t'étais en BTS, t'étais en alternance, t'avais un pied dans l'immobilier,
Mais entre faire de la transaction et être investisseur, quand même, c'est deux choses différentes. Donc, Ouais, tu fais une très bonne remarque déjà, c'est vrai, il faut dissocier la transaction et l'investissement immobilier, parce que souvent on confond les deux. Moi, des fois, on avait tendance à me dire, ouais, mais t'étais dans l'immobilier. Moi, j'avais la plupart de mes collègues de travail qui avaient jamais investi dans l'immobilier, et pourtant ils étaient agents immobiliers. Ça peut paraître fou, Bien ah oui, sûr. mais il y en a beaucoup. mais Enfin, voilà, la plupart. Ouais. un agent immobilier ne veut pas dire investisseur, parce que les personnes peuvent vendre des biens pour les gens, mais ont peur un petit peu, ou voilà, ont d'autres envies qui ne sont pas forcément de l'achat immobilier. Moi, ça m'est venu un peu avec la crainte du futur, en fait. Je me suis toujours dit, bah écoute, t'achètes un bien immobilier, c'est un locataire qui va te le payer. Je m'étais dit, t'en achètes un par an à la base. Je pensais pas qu'on pouvait en acheter plus, etc. Je m'étais dit, bah plutôt t'en achètes, bah plutôt ils sont finis de payer. Et un peu on va dire l'investissement classique que pouvaient faire les Oui, en bon anciens, père de famille. voilà, en bon père de famille, où je me suis dit, bah voilà, dans 20 à 30 ans, si j'ai 10 biens de finis de payer, même si c'était des appartements à 50 000 euros, ben j'aurais de quoi vivre, peut-être 4 5 000 euros de Ouais. revenus nets. Donc je m'étais dit, bah plutôt tu commences, plutôt ce sera cool. Donc c'est vraiment venu de cette idée d'anticiper un peu le futur. Je dirais pas qu'on est feignant avec Anthony, mais on aime bien être efficient. Et moi, je me voyais bien travailler beaucoup très jeune, mais je me voyais pas à 40 50 ans avoir 3 4 gosses et devoir bah, tout faire, voilà, avoir un peu comme on peut appeler la rat race. Ouais. Donc Ouais. je me suis dit, ben voilà, plutôt t'enchaînes, plutôt tu seras bien quoi. Et après bon, ben voilà, tout s'est enchaîné un peu plus rapidement pour le coup, Ouais. mais l'idée de base c'était ça. D'accord. Top. Mais en plus, ce que j'allais dire après, le fait que vous soyez deux, je rebondis sur la deuxième partie, que vous entraidez, vous challengez, le logement atypique est venu très rapidement issu de ce challenge, parce que comme tu disais tout à l'heure, vous cherchez à faire un peu plus Il y a- de renta que le... Alors Il y a eu un long chemin quand même. C'est bien Ok. peut-être de parler de la période transitoire Ouais. entre le premier investissement et les Carrément. logements atypiques. Ouais, ouais. Je sais pas si Alex, toi, tu veux te lancer non, aussi, vas-y hein, si tu tu veux. veux. En gros, mais pour faire simple et pour pouvoir aller rapidement sur les logements atypiques, parce que c'est ça, je pense, qui va intéresser pas mal de monde, c'est qu'on a fait les premiers invests, c'était en 2017, si je dis Yes. pas de Ok. bêtises. Ensuite, on a eu un vrai déclic. Voilà. Et on s'est dit, il faut qu'on enchaîne. Il y avait une période très faste au niveau du contexte bancaire. Moi, j'appelle ça la période de l'Eldorado bancaire. Voilà, Oui. parce qu'on pouvait, en étant prof de PS comme moi ou Alex, agent immobilier, avec peu d'épargne, emprunter beaucoup. Donc, on a utilisé tout ce qu'on pouvait faire. Donc, moi, pendant cette période-là, on s'est beaucoup formé, on a beaucoup appris et on est aussi beaucoup passé à l'action. Et donc, en fait, moi, j'ai acheté 2 immeubles de rapport. On a fait construire à Bali, on a été aux États-Unis. Alex a fait colocation, achat-revente. Location courte durée classique, j'en oublie un je crois, mais je sais plus, location longue durée, location nue, location meublée. Donc en fait on a acheté plus de 30 biens en France et à l'étranger en 3 ans, voilà, entre 2017 et 2020, Ok. 2021, 3-4 ans. C'est là où vraiment on a passé la step supérieure et ça nous a permis de remplacer nos anciens salaires de l'époque par des revenus immobiliers, donc tout s'est accéléré très vite, mais c'était encore sur des modes d'investissement, on va dire classiques. D'accord. Voilà, immeuble, colocation, achat-revente, voilà, des Mais choses assez, vous avez assez bénignes. vous avez quand même quasiment, du coup, avant d'arriver au logement atypique, d'après ce que tu dis, vous avez quand même fait un peu toutes les stratégies qui existaient, donc de l'immeuble de rapport, de la coloc, de la Avec un courte durée. patrimoine qui commençait à être un peu conséquent. Ouais, Et ben, c'est ça. ça permet, je pense, de faire la transition, super Voilà. intéressant. Et donc par rapport à ça, coloc, faut savoir, on est de Saint-Étienne, donc petits achats, petits montants et autres. Anthony était plus parti sur de l'immeuble de rapport. Nous, on avait juste acheté un immeuble de 4 appartements en commun. Ensemble. Mais du coup, on s'est donné un peu un objectif de cash flow, c'était de remplacer nos salaires de l'époque. Et Anthony, bah, je dois avouer qu'il m'avait bien dépassé par rapport à ça, parce qu'il est allé sur des immeubles. Donc il avait un immeuble de 5 lots, un immeuble de 8 lots, plus un petit appartement, plus des choses qu'on avait en commun. Et moi, j'avais mon premier appartement quand j'étais étudiant, que j'ai acheté. Un premier appartement que j'ai exploité pour des étudiants, donc j'avais 300 euros de loyer, même si j'avais une très bonne renta, j'avais à peine 50-100 euros de cash flow. Donc j'étais vraiment que sur des petits invests. Ma coloc, elle me rapportait 350 euros de cash flow. Donc en fait, j'étais loin de tout ça. On avait lancé Bali. Bali, on a fait un prêt dessus, donc on avait un endettement qui explosait. Et la seule solution à l'époque pour avoir du gros cash flow, c'était d'investir dans un immeuble de rapport. Or, bah moi, j'avais plus de solution. J'étais vraiment bloqué là pour le coup avec la banque. Et donc, je me suis posé cette question que je dis souvent aux gens, c'est comment je vais pouvoir faire pour générer du gros cash flow avec un petit investissement. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai découvert les logements atypiques. Et pourquoi on est venu aussi tard sur les logements atypiques? Parce que comme beaucoup dans l'investissement immobilier, on avait des grosses fausses croyances. On est de Saint-Étienne, on n'avait jamais fait de location courte durée. On s'est dit, mais ça marchera jamais. Et en fait, un jour, j'ai été curieux, je suis allé sur Airbnb, je suis allé sur Saint-Étienne et puis j'ai vu qu'il y avait des biens.
Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de biens. Bien sûr. Et que les gens louaient. Il y avait des commentaires, il y avait des réservations. Et il y a un logement qui s'est démarqué du lot. C'est un logement qu'on peut appeler un peu atypique. Ils avaient mis une baignoire balnéo, mais les trucs que vous trouvez sur Mano Mano. Ouais, je vois à le l'ancienne, truc, quoi. ouais. Voilà, le truc baignoire d'angle à, je sais pas, 800 euros, mais le truc 2 mois après, elle te lâche. Une couette, enfin, c'était pas un logement dans lequel moi je me serais vu loger. Pour le coup. Par contre, il y avait on va dire les prémices de l'atypique. Il y avait des choses qui étaient intéressantes. Il y avait un sauna aussi. Et ce que j'ai remarqué sur ce bien, c'est qu'il était loué 30% de plus que les autres et 30% plus cher. Et là, je me suis dit, oh, c'est pas mal, il y a quelque chose à faire. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai lancé mon premier logement atypique qu'on peut appeler, j'aime pas dire le terme love room parce qu'il n'y a pas de pétales de rose, etc. Et le problème, c'est que dès que tu mets une balnéo, un jacuzzi dans un appartement, on te dit que c'est une love room. Alors que non, Oui. une love room, c'est pas ça. Une love room, c'est pas même aller plus loin. Enfin, je pense que vous connaissez un peu le concept. Ouais, Ouais, carrément, comme les carrément. secret rooms et tout ça. Secret Room, ouais, les Voilà. concepts en franchise. Enfin, Exactement. Bon, il n'y a pas de croix dans mes apparts. Alors, c'est des thèmes, hein, ça fonctionne très bien. Hein. Mhm. Mais voilà, moi je trouve que c'est des thèmes différents. Voilà, donc je trouve que c'est important de le souligner. Donc j'ai commencé avec cet appartement qui, pour le coup, je pensais un peu comme beaucoup de personnes, allait fonctionner que le week-end. Et puis ben, j'ai commencé à remplir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Puis j'ai fait une semaine complète, puis 2, puis 3, puis 1 mois, puis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Et je me suis dit, bon, bah là, c'est bon. Quand tu Ça vois les marche, chiffres quoi. que ça génère, ça marche. Ça marche sur 1 an. Moi, je voulais vraiment voir si ça allait fonctionner sur une année. Parce que fonctionner de juillet à août, suivant le ouais, secteur c'est dans pas, lequel vous ouais, c'est pas êtes, intéressant. Ouais, de même fonctionner au mois de février, qui est un très bon mois pour la LCD, en tout cas quand tu fais des logements un peu pour les couples. Euh, c'est pas hyper, je trouve, comment dire, c'est pas représentative. représentatif. Pour moi, il faut une année complète pour voir si ça fonctionne. Par contre, une fois que tu sais que ça marche pendant 1 an, t'as qu'une envie, c'est d'en faire. Voilà, c'est d'en Ouais. faire des dizaines et d'en faire partout en France, quoi. Donc voilà un petit peu comment on est venu sur les logements. Et petite précision qui est importante, je pense, pour les gens aussi, c'est que cet appart, il t'est revenu à un peu moins de 60 000 euros, tout compris aussi. Parce qu'il y a le côté rentabilité où tu t'es rendu compte que c'était incroyable, mais aussi le côté montant d'investissement qu'on aime beaucoup avec cette stratégie-là, quoi. Bah qui oui, est- qui est hyper c'est ça, intéressante. pour faire le parallèle avec, je vous disais que j'étais bloqué. Bah, acheter un bien à moins de 100 000 euros, dans ma situation, c'était possible. Par contre, soulever un immeuble à 400-500 000 euros, ben, c'était pas Ouais, possible. tu pouvais, ouais, Voilà. c'était plus compliqué. C'était Ok. pas possible pour l'apport, c'était pas possible pour mon endettement. Donc voilà, c'était très compliqué. Par contre, acheter un bien à moins de 100 000 euros, là, c'était possible. Et du coup, c'est ce que j'ai pu faire avec ce logement. Et du coup, dans cet appartement-là, du coup, c'était ta première expérience dans la typique, enfin, pour toi et Anthony, je suppose aussi. Est-ce que tu as fait des choses particulières autres que mettre une balnéo? Est-ce que tu as, je sais pas, marketé le bien d'une certaine façon, tu vois, ou c'est juste, tu l'as mis sur Airbnb avec une balnéo, tu l'as mis plus cher avec une belle déco et ça a tout de suite loué? Ouais, bah, on voit le concret, on voit que vous êtes sur le terrain, c'est cool, c'est des très bonnes questions. Alors, sur ce bien, j'ai rien fait de spécial, mis à part que c'était un bien qui était quand même sympa par rapport à ce qu'il y avait. Par contre, j'ai mis une baignoire balnéo, mais double, qui ressemblait à un jacuzzi. Donc, j'ai mis un gros truc différent que personne n'avait fait, on va dire, dans le secteur. Au niveau de la déco, pour être transparent, je suis resté sur quelque chose d'assez classique, parce que moi aussi, j'avais la crainte que ça ne fonctionne pas trop. Donc, je m'étais dit, solution de secours, sinon je le mettrai en location longue durée, voilà, c'est pas grave. Donc je me suis pas trop niché. Or aujourd'hui, et je l'ai pas trop marketé non plus, je l'ai simplement mis sur Airbnb dans un premier temps. Aujourd'hui, le marché quand même se sophistique, même si on est loin Bien sûr. d'être sur un marché encore très ouvert. Pour moi, il faut faire des thèmes dans le thème. C'est ce que j'ai pu faire sur mon deuxième logement atypique où je me suis niché sur un thème grec. Voilà. Il faut aussi de plus en plus marketer votre bien. On a la chance avec ces logements atypiques par rapport à tout le reste de pouvoir le relayer sur les réseaux sociaux, de faire un site internet, de faire de la publicité, de mettre en place des campagnes email. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour justement marketer son bien. Donc, on va dire qu'il y a 2 steps. C'est dans un premier temps être multiplateforme, le mettre sur les plateformes de réservation, style Booking, Airbnb, Abritel. Bien sûr. Et par la suite, après, si on veut vraiment se professionnaliser, c'est de venir mettre une step supérieure sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, faire de la publicité en ads, créer un site internet, etc. etc. Voilà. Ok. Mais je dirais Ouais, que le très modèle clair. que j'ai fait au début est compliqué aujourd'hui. Si on se contente, ce que j'aime bien dire aux gens, moi, si tu te contentes de copier ce que fait la personne sans apporter de nouveautés, ben, tu vas faire un bide. Et c'est ce qui se retrouve parfois avec certaines personnes.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu l'as toujours en location ce bien aujourd'hui ou tu l'as revendu depuis? Toujours, Ok. toujours, ça va faire 3 ans. Et j'allais te demander du coup, est-ce que tu le loues toujours aussi bien? Parce que je me doute que depuis, enfin, dans ce laps de temps, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés sur le créneau, beaucoup de gens qui... La concurrence et le marché a évolué, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, des gens maintenant qui mettent des balnéos dans les appartes, il y en a beaucoup plus que je suppose il y a 3 ans quand tu as vu qu'il y avait qu'une annonce, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu arrives toujours à le louer aussi bien, sachant que comme tu l'avais dit, c'était ton premier, donc tu l'avais pas encore forcément spécialisé dans un thème ou dans une niche particulière. Du coup, est-ce que ça marche toujours, ouais, tout simplement? Ouais, bah, c'est des super questions. Alors, pour ma part, moi, ça marche toujours. Je fais beaucoup plus de réservations de dernière minute, donc c'est ce qui me dérange un peu. Et justement, on est en train de voir avec Anthony, là, pour qu'il rachète avec moi. On est en train de monter une structure un peu pour se professionnaliser, justement. Et pour y mettre un petit coup de frais. Un petit coup de frais, parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de concurrence. Moi, quand je me suis monté, on était 2. Aujourd'hui, sur Saint-Étienne, un peu par ma faute aussi, parce que j'en ai beaucoup parlé, on est presque 25-30, je crois, je dirais, Ouais, voilà. qui ont fait un peu la même chose. Donc, des choses moins bien, des choses qu'il faut être honnête, aussi bien, voire mieux que ce premier logement, qui était une bêta, on va dire. Donc là, voilà, on est en train de retravailler le thème, comme sur le deuxième, où le deuxième, j'ai aucun problème et que j'ai fait 1 an et demi après le premier. Donc, Mais il y a un truc que j'aime bien. Vas-y, Alex, pardon. non, vas-y. Non, juste pour compléter, moi, il y a un truc que je trouve hyper important dans les logements atypiques, et et c'est le cas pour ce qu'a fait Alex et ce qu'on a fait à Bali notamment. Il y a une notion à prendre en tête, c'est la notion de timing. Alex, aujourd'hui, peut-être que sur Saint-Étienne, il n'a pas forcément la plus belle des love rooms aujourd'hui sur Saint-Étienne, sachant qu'on va en plus y mettre un coup de frais, mais il est arrivé le premier. Qui dit qu'il est arrivé le premier dit qu'aujourd'hui il a 170 avis quand les gens qui se montent en ont 3, Ouais. qui dit Bien qu'il a de sûr. l'expérience, des référencements, etc. Et donc c'est ce qui fait Bien aussi sûr. qu'aujourd'hui il tire son épingle du jeu et il s'en sort. Et nous à Bali c'est la même chose. À Bali on est arrivé dans les premiers, et donc du coup aujourd'hui, même si notre villa c'est pas forcément la plus belle qui a été faite, même si elle est très jolie, on en est très fiers, et ben en fait pareil, tu arrives à un moment donné où tu as pris ta part du marché au bon moment, le train au bon moment. Et donc du coup forcément tu tires ton épingle du jeu. Et ça veut pas dire que Ouais, si tu arrives t'as- 3-4 ans après tu marcheras pas. Mais, Et pour, Mais t'as ouais, expliqué t'as- comme ça. Et pour compléter avec Anthony, il y a ton bien et puis la gestion de ton bien. Parce que moi, je connais des personnes qui ont fait des logements très sympas, mais par contre, en gestion, avec les voyageurs, ils sont nuls. Et ce qui Bien te fait sûr. perdurer dans notre business de la location courte durée, c'est le suivi client, c'est les avis. Hyper important. C'est hyper important. Et moi, j'ai pas été, avec le développement de mon plan IMO, du moment où on a parlé des logements atypiques, j'ai été un peu débordé. Donc, j'ai un peu mis ça de côté. Je suis en train un petit peu de m'y remettre. Donc, c'est, je dirais, le facteur de l'épuisement un peu par rapport aux autres et des avis qui étaient moins bien, je dois être honnête. Donc, comme je dis à tout le monde, ben, faites ce que je dis et pas ce que je fais, qui ont fait que j'ai toujours la même rente avec ce bien, mais j'ai plus de réservations à la nuitée. Par contre, ça me dérange. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va retravailler un petit Tu peu. vas retravailler. Voilà. Bah, après, ça me paraît pas déconnant d'y remettre entre guillemets un coup de neuf au bout de 3 ans d'exploitation. Enfin, ça va juste. Tu vas avoir. Enfin, ouais. T'as déjà ta base d'avis en plus qui est énorme. Tu vas avoir des encore meilleurs avis. Enfin, ça me paraît pas déconnant, quoi. C'est pour ça. Et puis même, c'est chose qui est super sympa avec l'atypique, c'est qu'il y a un côté cool quand tu crées un logement atypique. Carrément. Rien que l'idée de grisant. se dire qu'est-ce qu'on va refaire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, c'est grisant. Tu te dis on va rapporter une expérience aux voyageurs, on va recasser un peu le marché parce que les gens ils sont contents quand ils voient qu'ils te dépassent. Moi je suis un peu compétiteur et c'est de se dire ok les gars, vous m'avez copié, il n'y a pas de problème, on va revenir en force. Et je pense que dans ce milieu des logements atypiques, il faut être un petit peu avant-gardiste et toujours réfléchir à l'après. C'est ce qu'on dit, nous, aux participants de notre programme, c'est que toujours réfléchir à l'après. C'est bien, ça marche, ok, mais qu'est-ce que tu vas faire dans 1 an? Qu'est-ce que tu vas faire dans 2 ans? C'est vraiment de penser toujours à l'après. On Je a trouve tellement que des c'est- rentabilités énormes, un cash flow qui est énorme. Tu peux prévoir un petit budget de 200-300 euros par mois de mettre en trésorerie pour éventuellement dans 2 ans, 3 ans, renouveler et de remettre de la déco dans le logement. Moi, je trouve que c'est une philosophie qui est vraiment bien. Je trouve que c'est bien que vous ayez ce point de vue-là et pas en mode juste on exploite et on verra bien ce qui se passe, tu vois. Je pense que c'est bien de le voir comme ça, c'est-à-dire de le voir comme un truc qui est en perpétuel changement et d'anticiper du coup ces changements parce que ouais, tu sais pas si ton marché il va être débordé dans 3 ans, si pour une raison X ou Y, tu pourras plus louer comme tu le faisais avant, etc. Donc c'est Mais bien de c'est d'y ça. penser, quoi. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose aussi, Alex, en disant
que tu n'as pas trop forcé non plus sur la déco, sur le branding de l'appart parce que tu savais pas si ça allait bien se louer ou pas. Et moi, c'est typiquement les questions que je me pose. Si aujourd'hui je fais un logement à thème, que ça ne fonctionne pas et que j'insiste sur le thème, demain je peux pas louer en location classique. Enfin, il faudra que je refasse tout pour l'appartement, moi, quoi. Vas-y Alex, tu Oh, voulais vas-y, aussi, vas-y, tu veux aussi- je Mais j'ai compléterai un après. élément de réponse et je pense que tu pourras Ouais. compléter Alex. Déjà, il y a ne pas fonctionner et ne pas fonctionner. Il y a ne pas fonctionner et être en négatif sur l'appartement et ne pas fonctionner et penser faire 1500 € de cash flow et en avoir que 5 ou 600. C'est-à-dire que pourquoi je Oui. dis ça? C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, si tu fais un logement à thème correct, le pire c'est la typique en carton, c'est ce que je dis à tout le monde. Mais pour moi, si tu pousses ta thématique au maximum, Oui. que ce soit Barbie, Love Room, Jungle Room, Cinema Room, comme je suis en train de faire, bref, ce que tu veux, que les choses sont bien faites, il y a quand même peu de chances pour que tu te plantes à 100%. Au pire des cas, tu n'auras peut-être pas autant de cash flow que ce que tu veux, mais Oui, avant mais- que ça fonctionne pas et que tu sois hyper déçu de ton projet, il y a quand même énormément d'erreurs à mon avis à mettre en place. Donc voilà, c'était aussi ce que je voulais mettre en valeur, c'est-à-dire Yes. que voilà, Et pour premier élément de compléter, réponse. ouais, moi avec Anthony, moi je pense que aujourd'hui, moi, si j'étais 3 ans avant ce logement, je me serais tranché beaucoup plus. Aujourd'hui, moi je te conseille de te trancher, quitte à prendre des risques, mais les risques ils seront gagnants. Et si tu analyses un peu sur Airbnb, Booking, les logements atypiques qui fonctionnent le mieux, c'est les trucs Et qui oui. sont vraiment où les gens passent vraiment une expérience, tu vois. Ah, Donc mais tu as je regarde. un parti Je pris, vois, ouais. tu vois. Mm. Et par exemple, nous, je suis en train d'acheter un local commercial là. Je vais faire une grotte dans un appartement. Le but, c'est de faire comme une troglodyte dans un appartement, tu vois. Yes. Donc, c'est sûr que ce logement, tu pourras pas le louer en location longue durée. Ou alors, tu tombes sur quelqu'un d'un peu artistique et tout. Voilà. Donc, c'est un parti pris. Voilà. Donc, je fais un prix d'acquisition qui est très bas. Donc, c'est aussi pour ça que je me permets ça. Mais par contre, tu sais que derrière, tu vas tout exploser en termes de rentabilité. Donc, toujours prévoir aussi, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Au cas où, si je dois le repasser en longue durée, combien ça va me coûter? Ça va pas me coûter Ouais. trop un gros budget et toujours penser, encore une fois, tu vois, à l'après. Mais moi, j'aurais tendance à te dire aujourd'hui, c'est ce que je dis à tout le monde, nichez-vous au maximum parce que c'est ce qui permettra d'exploser les rentas et de prendre les risques que les gens n'osent pas prendre parce qu'on est tous un peu pareil, on a toujours peur de ça. Anthony, là, c'est ce qu'il est en train de faire, il fait une cinéma room. C'est un ciné, le On truc. l'a vu passer sur les réseaux, ouais, ça a l'air. En tout cas, sur les plans, ça a l'air incroyable. Ouais. Donc, Ouais, chouette, ouais. donc c'est cool, vous voyez, mais c'est sûr que demain ils veulent relouer, c'est un ciné quoi. Donc même un cinéphile, le mec, faut être chaud pour dormir dedans quoi. Enfin pour vivre dedans. Mais Alex, il met le doigt sur un truc aussi et qui est important. Ça dépend aussi de ton level et de ton niveau en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que moi, par exemple, la Cinema Room, c'est un immeuble de 5 appartements et c'est au rez-de-chaussée que je vais le faire. Donc, c'est-à-dire que le risque, je le nivelle aussi. C'est-à-dire que Ouais. quand bien même la Cinema Room se plante, je l'ai lissé sur l'immeuble entier. Les budgets sont aussi très petits. Alex, sur les budgets sur lesquels il prend des risques, il finit les appartes à 60, 70, 80 000 euros. Donc en fait, tout ça pour dire que si tu es débutant aussi et que tu es novice, c'est le cas de nos participants, partir tout de suite sur une grotte, moi je comprends, ça peut faire peur. Tu peux te dire, je vais mettre 100 000 euros dans un truc, est-ce que je vais y retrouver? Mais dans ce cas-là, tu peux aussi jouer le cas de plat du pied sécurité. Tu fais une love room, une suite de luxe avec une balnéo dans un endroit en France, et ça existe encore, dans lequel c'est pas encore développé, où il y a pas. Parce que là, Saint-Etienne, c'est un exemple assez criant, mais même si les love rooms et les suites se développent, tu as encore des endroits en France où tu peux exploiter ce type de projet en étant malin, où il n'y a pas encore une concurrence exceptionnelle. Et donc tu vas me dire, ce que je dis, c'est plat du pied sécurité de faire ça, tu vois. Et après, peut-être qu'aussi, à force de ton expérience et que tu es rassuré, eh ben, tu vas pouvoir aller sur des thématiques encore plus poussées, plus nichées et avec des résultats encore plus importants. Mais voilà, ça dépend aussi de ton environnement et de ton stade, entre guillemets, d'investisseur, je pense. Carrément. Et pour rebondir sur ce que vous dites, ça me fait penser à. On a enregistré un épisode avec Thomas Dardour. Je sais pas si vous le connaissez, mais. Ah oui, Si. j'aime bien le personnage moi, personnellement. Ouais, je ouais, le connais pas, mais Nous, on le connaît bien et on l'apprécie beaucoup aussi. Il était passé dans le podcast et on avait échangé justement. C'était un épisode sur la courte durée parce que lui, il défend un peu l'école de la courte durée. Ça s'automatise seul pour regarder en maîtrise et en rentabilité, etc. Et on avait fait un petit point justement à la fin de l'épisode sur un peu ce qui se faisait aujourd'hui en courte durée Est-ce qu'il fonctionne? et ce qui fonctionne. Et ça rejoint exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut créer des expériences. C'est pas, on vend plus une nuit en fait. On n'est plus des vendeurs de nuit. On est des vendeurs d'expériences. Donc il faut arriver à se démarquer et à trouver des expériences uniques pour les gens qui viennent quoi. Et je pense que à partir du moment où tu vends une expérience et pas une nuit, tu peux te démarquer de tout le reste. Tu peux appliquer des prix qui sont pas forcément cohérents avec le prix d'une nuit comme on l'entend. Et voilà quoi. moi j'ai un bon exemple par rapport à ça. Est-ce que, je pense que vous l'avez tous fait, vous êtes allé sur Airbnb,
on va rechercher un appartement classique, ils se ressemblent tous. Tout le monde va chez Ikea, va chez C'est clair. je ne sais où, tout le monde essaye de trouver le pas cher quand ils font de la location meublée, longue durée ou courte durée. Donc les appartements, c'est les mêmes. Soit tu as un mur bleu, soit tu as un mur vert, soit tu as un mur jaune. Et du coup, faut se mettre à la place du voyageur. Il arrive, il se dit, mais qu'est-ce qui va déterminer le fait qu'il va louer ce bien? C'est dispo, les avis, l'emplacement. Après, c'est tous les mêmes, quoi. Alors, si tu arrives avec quelque chose de différent, déjà, ça va attirer l'œil. Ça va attirer l'œil et la personne va se dire, oh, c'est pas mal ça, je l'ai jamais fait. Ok, expérience. Donc, voilà. Bon, je trouve Carrément. que le marché se fait en fait finalement assez facilement quand on réfléchit. Et moi aussi, je suis consommateur. Déjà, je trouve que c'est important pour faire des logements atypiques d'être aussi consommateur, que ce Oui. soit une tiny house, une houseboat, une chambre Sûr que Harry ça doit te donner Potter. des idées, ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut Mais- déjà apprécier. Mais je pense que c'est aussi, c'est probablement deux types de clientèle différentes que de faire du Airbnb classique et atypique. Parce que tu vois, je prends l'exemple, j'imagine quelqu'un qui part en voyage quelque part, qui réserve sur Airbnb dans une capitale ou dans une grande ville, peu importe, où là, il va vraiment le prendre juste pour avoir un endroit où dormir, tu vois. Alors, est-ce que la personne qui cherche juste ça va se prendre une nuit dans une chambre qui est en fait une grotte? Tu vois, je sais pas. Mais par contre... Moi, Ouais, vas-y. Non, dis-moi, Non, dis-moi. moi, en tout cas, je pense que ça dépend de la fibre personnelle de chacun. Mais moi, je suis convaincu qu'entre quelque chose de classique ou quelque chose d'expérientiel, on va dire, même quelqu'un qui veut à la base passer juste une nuit pour dormir, pour 10 ou 20 euros de plus, en fonction de son portefeuille et de son appétence, va se dire pourquoi pas, je me fais un petit kiff, 10 euros de plus et j'ai la jungle et j'ai la grotte, etc. Même si c'est pour passer une ou deux nuits, tant qu'à faire, autant le passer dans un truc sympa et qui change, tu vois. Je pense, c'est mon point de vue. Après, ça dépend des gens et voilà. Et Non, je pense mais- que les atypiques, et je pense que si les logements sont autant bookés 30 sur 30, c'est pas que pour des personnes qui veulent que le thème à 100%. Ça veut dire que si tu remplis autant, c'est que tu as aussi des personnes qui sont plus classiques, quoi. Exact. Et Qui par viennent contre, tu as une nouvelle clientèle qui émerge grâce au logement atypique. Ça va être les personnes locales, les personnes régionales, C'est ce ou que même j'allais dire. nationales, qui viennent pas pour un voyage, pas pour visiter la ville, mais pour ton logement. Exactement. Ça, c'est cool. Et ça, c'est une nouvelle clientèle qui a émergé, en fait. Et ça, c'est devenu vraiment, moi, je le trouve, depuis le Covid, où le mode de fonctionnement du voyage a totalement changé. Là où les personnes réservaient une semaine de vacances dans le sud ou au ski, c'est plus possible. Les paniers sont devenus beaucoup plus compliqués. La hausse de l'essence, l'écologie, etc. Et donc, les gens préfèrent privilégier des petits séjours proches de chez eux. C'est pour ça que nous, on se niche dans des villes. On investit à Saint-Etienne, mais moi, mon deuxième logement, il est à Saint-Chamond. Vous ne devez pas connaître, c'est normal. C'est une ville à côté de Saint-Etienne, qui est à 15 minutes en voiture. C'est une ville de 40 000 habitants. Et ça marche dans ces villes. Et les gens viennent pas visiter Saint-Chamond. Enfin, je veux dire. C'est ça. Ça rejoint le point que je voulais mettre en avant, c'est que pour moi, c'est un deuxième type de clientèle qui, comme tu dis, est local. Et je pense que c'est pas un hasard que l'atypique ait commencé. Enfin, on a commencé à en entendre parler. Tu vois, toi, ton premier, tu disais, tu l'as fait il y a 3 ans, donc c'est 2020, donc c'est post-Covid, quoi, globalement. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pas un hasard si ça s'est développé à ce moment-là où les gens ont aussi changé leur mode de consommation du voyage et du tourisme, quoi. C'est un ensemble de paramètres, même au niveau du budget et de l'inflation et le contexte aujourd'hui. Les gens ont de moins en moins la possibilité de partir une semaine, 15 jours à l'île Maurice. Je caricature, mais pour comprendre l'idée. Et si tu veux, de plus en plus, les couples notamment se disent, plutôt que de partir très loin, et tu as la dimension écologique aussi qui rentre en compte, plutôt que de faire 4 heures de route pour aller quelque part, je peux peut-être faire 30 minutes de route et aller dans une ambiance grecque, etc. Donc ça remplace pas un vrai voyage en Grèce, mais à défaut, ça te permet de vivre quand même une expérience. Ouais, ça te change du quotidien, quoi, tout simplement. Et pour en revenir à la question d'Alex tout à l'heure, est-ce que vous avez une méthode particulière, ou en tout cas, est-ce que vous avez une méthode pour faire vos études de marché, pour savoir... Alors, par exemple, vous avez l'air d'investir pas mal dans la même région, mais pour être sûr que ça va se louer, etc. Plusieurs axes de réponse. Pareil, Alex, tu pourras compléter mes propos. Mais déjà, nous, on se concentre sur les villes moyennes. Déjà, c'est sûr. Pour que au niveau de la réglementation, ce soit beaucoup plus souple et beaucoup facile à mettre en place. Ensuite, deuxième réponse, et je laisserai compléter Alex, c'est que ça dépend les thématiques. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire une étude de marché sur les suites de luxe avec Balnéo ou les Love Rooms. Il y en a beaucoup qui en ont fait. Moi, quand je lance mon cinéma privatif là dans un mois, c'est ce que me disent mes participants, l'analyse de marché, etc. Je vais servir d'analyse de marché pour les personnes qui vont le faire derrière. Concrètement, c'est ça. Quand tu es ultra novateur et que tu es précurseur et que tu es le premier à le faire,
forcément, tu te bases par certaines analyses, mais tu as aussi un aspect qui est difficile à expliquer, c'est l'aspect émotionnel, l'expérience de l'investisseur et le fait de sentir que tu tiens un truc et qui va marcher. Donc ça, c'est pas forcément une réponse hyper quantifiable, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête quand tu te lances sur quelque chose. Moi, je peux compléter avec Anthony. Anthony, il fait quelque chose de très simple, c'est qu'aujourd'hui, tu as des sociétés depuis des années qui existent pour créer des cinémas privés chez les gens. Ouais. Des personnes mettent ça en place, ils mettent 50, 60, 100 000 euros pour mettre ça en place chez eux. Et ça va pas valoriser leurs biens, hein. C'est vraiment un kiff, hein. Donc les gens sont capables de mettre ces prix-là pour ça. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a des maisons, donc c'est pas tout le monde qui peut se faire ce kiff. Pourtant, des cinéphiles, il y en a plein. Et là, on parle vraiment de l'expérience sonore, audiovisuelle, enfin tout en général. C'est un vrai écran de cinéma qui va mettre en place, un vrai son. Moi, je pars de ce constat, c'est que tu en as plein qui aimeraient faire ce kiff chez eux, ils peuvent pas. Déjà, toute cette clientèle, elle va se rabattre sur un bien comme Anthony. Aujourd'hui, avec tous les relais qu'on peut avoir, les réseaux sociaux, les sites comme Airbnb Booking qui ont un référencement de dingue, et si tu sais bien les manipuler, honnêtement, c'est très compliqué aujourd'hui de ne pas remplir ce type de logement. Surtout que tu as besoin de 300, comme je dis aux gens, moi, Saint-Étienne, notamment, c'est l'appartement d'Anthony, il est là-bas, 170 000 habitants. On a besoin de 365 personnes par an. Quand tu regardes le delta et que tu fais le pourcentage, c'est rien. Donc, et pour donner un... Vas-y. Et juste pour compléter avec Anthony, quand quelqu'un va au cinéma, par exemple, s'il faisait qu'un ticket par jour, ça serait très compliqué. Or, ils font beaucoup plus que tickets que ça. J'aime bien, moi, m'inspirer aussi des restaurants, parce que je trouve que les thématiques viennent un peu des restaurants. Les restaurants, c'est pareil. Les restaurants, s'ils avaient qu'un client par jour, ils fermeraient tout de suite. Or, ils ont je ne sais combien de clients qui viennent tous les jours. Ils peuvent même se permettre de fermer le lundi ou le dimanche, par exemple. Donc en soi, je pense qu'il faut juste être assez malin avec ça et de réfléchir un petit peu différemment des autres. Mais remplir ce type de logement, si tu mets vraiment l'énergie et que tu mets tout en œuvre pour que ça marche, franchement, c'est compliqué que ça marche pas, vraiment. Et dernier élément d'analyse, après je finis là-dessus pour pas faire une plombe, mais pour répondre aussi concrètement, là on a un peu divagué, un élément d'analyse, c'est surtout les hôtels aussi. Regarde là où il y a des hôtels. Si les hôtels et les grandes chaînes s'implantent là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a de la clientèle, et donc c'est que potentiellement tu as une place de marché à prendre toi aussi de ton côté. Souvent, il y a la technique du McDo aussi. On dit que c'est un McDo, c'est bon signe. Moi, j'aime bien dire McDo, cinéma, hôpital et hôtel. Voilà. Ouais. Et j'ai une petite anecdote. Nous, on a un Formule 1 vers chez nous, alors même pas à Saint-Étienne. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, cet hôtel? Et je pense que vous êtes beaucoup des fois dans des régions à se dire, mais pourquoi il y a un Campanile ici, un Formule 1? Dites-vous que s'il y a un Formule 1, un Campanile dans votre ville, c'est des grosses boîtes quand même. Il y a des vraies analyses de marché. Ils sont pas là pour se louper, les gars. Donc s'ils sont là depuis des années, ça fonctionne. Voilà. C'est ce qu'il faut un petit peu. Je pense que ça donne un bon élément de réponse déjà pour beaucoup. Mais après, ça veut pas dire que s'il y en a pas, que ça ne fonctionnera pas non plus. Parce que moi, j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est pour rebondir sur ton projet, Alexandre, que tu es en train de faire sur la grotte. Tu as dit tout à l'heure que tu avais acheté un local commercial. Oui, exact. Le local commercial, est-ce que tu as fait un changement de destination en habitation ou vu que ça s'apparente à de l'activité, la courte durée, tu as laissé... voilà. Très, très bonne question. On a fait un live avec un notaire, Maître Ponto, peut-être que vous connaissez juste hier, qui est notaire à Paris. Et première question qu'on lui a posée, parce qu'il y a toujours un flou par rapport à ça. Ouais. Et ce qu'il en est ressorti, on a quand même eu, je trouve, un bon élément de réponse. Moi, j'ai fait un changement de destination là-bas, parce que la ville dans laquelle j'investis, ils considèrent que la location courte durée, c'est pas une activité commerciale. D'accord. Or, dans des villes comme Paris, Marseille, etc., c'est tout l'inverse, parce qu'ils mettent des réglementations en place. Donc en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que dans les villes moyennes et petites, c'est pas déclaré comme une activité commerciale en règle générale, mais c'est vraiment au cas par cas des mairies. Donc local commercial, changement de destination. Par contre, dans tout ce qui va être grande ville, on est totalement à l'inverse. On va venir changer un appartement en activité commerciale. Donc moi, j'ai fait un changement de destination pour le transformer en appartement. Donc moi, j'ai vu deux avantages par rapport à ça. C'est ma revente. Je revendrai plus facilement dans cette ville un appartement qu'un local commercial, surtout si à l'intérieur c'est un local commercial. Enfin, c'est une activité immobilière. Donc voilà, ça peut vous donner un élément de réponse. C'est un peu ce qu'on a eu hier. Et surtout, ce qu'il nous a bien dit,
Il y a un flou. Ce qu'il nous a bien dit surtout, c'est qu'il n'y a aucune loi universelle aujourd'hui qui te dit la location courte durée, c'est commercial ou habitation. C'est du local et à l'appréciation de chacune des communes et des mairies. Ouais, Donc, j'allais dire, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Ça Exactement. dépend des mairies. Super. Ben, merci pour ta réponse. Et maintenant, la deuxième question, c'est justement le coût de rénovation de ces logements atypiques. Parce que je suppose qu'on est sur un coût supérieur à une rénovation classique d'un logement classique, quoi. Bah forcément, je pense c'est sûr. qu'Anthony qui met un cinéma à l'intérieur, je Oui. pense que c'est plus cher que s'il avait mis une télé, quoi. C'est plus cher, je confirme, c'est plus cher. Mais il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas, c'est pas avec un seul facteur qu'il faut voir la question, mais sur un ensemble de facteurs. Il y a l'état de l'appartement que tu vas trouver au départ. Par exemple, le deuxième logement atypique qu'a fait Alex, il s'est trouvé qu'il y avait déjà du placo, l'appartement était déjà avancé. Donc en fait, il a pu arriver derrière et greffer son atypique. Donc ça, forcément, ça vient réduire le budget. Il y a la thématique que tu vas décider de mettre en place. Moi, je suis certainement sur une des thématiques les plus coûteuses parce que le son et l'image, c'est un des trucs qui coûte hyper cher. Donc voilà, j'ai mis un gros budget dessus. Donc moi, c'est sûr que sur une rénovation standard, je vais être plus cher. Mais ensuite, ça dépend aussi de si tu mets la main à la pâte ou pas. Entre quelqu'un qui le fait tout seul, qui est hyper bricoleur, et quelqu'un qui délègue tout de A à Z, c'est délicat. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Alex s'en sort toujours super bien avec ses logements. Il a jamais des. Si on peut donner le chiffre des travaux, sur les premiers et le deuxième. Ouais, 25 000 à peu près sur le premier et j'ai mis à peu près 27 000 sur le deuxième. Voilà, et c'est des appartements de 40, 50 mètres carrés. Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. Tu mets la main à la pâte un peu du coup dedans ? Non. Pour le coup, on arrive à faire la démol. On arrive parfois à faire des peintures, mais vraiment. En fait, on n'est pas bon avec Anthony dans les travaux. Donc, moi, je préfère le déléguer dans tous les cas, même si ça me coûte plus cher. Parce que moi, j'aime bien le travail qui est quand même bien fait. Et nous, on fait mal. Donc, déjà, ça nous saoule, pour être honnête. Tous les cas, avec les revenus générés derrière, ça fait du déficit après sur. Ouais, et surtout quand tu fais ces rentabilités, tu as vraiment besoin de déficit. Donc, et pour donner un élément de réponse aussi, l'atypique, suivant la thématique que tu mets en place, une cuisine par exemple, on va pas mettre une cuisine à 10 000 euros sur un logement atypique. Il faut mettre une cuisine à 1 000, 1 500 euros. C'est pas un élément important pour une thématique style Love Room. Et c'est là où parfois les gens font un peu pas des différences, mais des erreurs, où ils se disent ouais mais j'explose mon budget parce que oui, ils rajoutent une balnéo, ils rajoutent ci, ils rajoutent ça. Mais par contre, ils cherchent pas à diminuer des frais assez intelligents qui vont pas forcément servir, comme une cuisine, comme je sais pas, ça peut être des carreaux, au lieu de mettre du 1 mètre par 1 mètre, tu vas mettre du 60-60. Enfin, voilà, essayer d'être un petit peu astucieux, cette fibre un peu que tu retrouves sur le terrain pour gagner. Faut être stratégique. Voilà, faut être stratégique en fait. Voilà, faut être stratégique. Et puis tu as aussi le relationnel et l'expérience que tu as avec les artisans aussi. Nous, forcément, il y a des manières de procéder. C'est un ensemble de plein de paramètres qui font que tu vas niveler. Mais pour contrebalancer aussi Alex, parce que les gens peuvent facilement être tentés de se dire mais c'est impossible. C'est sûr que si tu t'y prends bien et que tu as l'expérience d'Alex et que tu ajoutes plein de paramètres, tu peux t'en sortir pour 25-30 000 euros pour rénover ton logement atypique. Mais moi, par exemple aujourd'hui, je vais plus être proche du 45 000 euros sur la pièce de cinéma. Un montant qui va paraître peut-être plus cohérent pour les gens. Mais c'est parce que je fais rien de A à Z, parce que je passe par des prestataires. Moi, même la cinéma room, si j'avais voulu mettre la main à la pâte, tu divises pas par deux, mais t'enlèves un tiers du budget facilement, quoi. Oui. Donc, voilà. Après, ça dépend de plein de paramètres. Nous, on est plutôt aussi de votre école sur les travaux, c'est-à-dire que bon, Alex, il en fait un peu plus que moi quand même. Mais parce que j'aime bien aussi. Parce qu'il aime bien ça, mais on va dire ça reste des petits trucs, tu vois, il va pas s'amuser à faire des legs, la plomberie et tout ça. Mais moi, on est globalement plutôt de l'école de dire, en fait, c'est pas notre métier, tu vois, d'être artisan, donc autant le déléguer, faire en sorte que le projet soit rentable en ayant pris en compte qu'on allait le déléguer, et surtout, bah, vous êtes un peu comme nous, c'est-à-dire que vous êtes entrepreneur, donc admettons, tu passes 30 heures, et encore, c'est pas beaucoup, mais 30 heures où tu vas mettre la main à la pâte dans ton appart, bah, c'est 30 heures que tu aurais pu utiliser dans ton business ou pour aller faire d'autres projets atypiques, etc. Et donc, en fait, à long terme, en fait, souvent, on prend pas en compte l'aspect temps qu'on met dans le projet, dans la rentabilité, si tu veux. Mais quelqu'un qui va passer 1 an à rénover un bien tout seul, bah, c'est 1 an où ce temps-là, il aurait pu l'employer pour faire autre chose et potentiellement gagner plus ailleurs, tu vois. Donc, c'est hyper moi, j'ai un important. exemple peut-être très concret d'un ami qui a mis 2 ans à rénover sa maison. Au début, il était chaud, il m'a dit je vais en faire 2, 3. Bah, la vérité, le pauvre, c'est qu'il a passé 2 ans à rénover sa maison. Il n'a rien fait du tout après. Il était lessivé, rincé. À la fin, il n'en pouvait plus. Il n'avait même plus envie d'y aller parce qu'il faisait tout seul. Donc bon, il a fait un super truc et tout. Il peut être super fier de lui. Mais entre-temps, moi qui ne mettais pas une bille dans les travaux, bah, j'ai pu enchaîner 2, 3, 4. Bah, c'est ça.
4 projets Ça, entre-temps. Donc voilà, moi je suis toujours partisan de, c'est vrai, déléguer, mais c'est aussi plus simple pour nous parce qu'on ne sait pas faire. Et je me mets à la place parfois des artisans notamment, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de déléguer parce qu'ils Ouais, savent c'est faire. clair. Voilà, ils C'est savent clair. faire. Donc essayer de se forcer, essayer de peut-être faire là où on a une zone de génie et Ouais. déléguer les autres parties voilà, assez intelligemment pour se consacrer sur autre chose. Ce qu'oublient les gens, c'est que quand tu passes une journée sur ton chantier, ben, c'est une journée où tu ne travailles pas sur autre chose. Donc, Ouais, clairement. qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce qui te fait gagner le plus d'argent? Moi, c'est un peu comme ça que j'ai tendance à dire. Si cette journée, elle te permet de gagner de l'argent et que tu aimes faire ça et que tu es efficace là-dedans, bah, va travailler chez toi, c'est OK. Mais par contre, si tu avais plus d'énergie et plus d'efficacité à faire autre chose, ce qui est notre cas avec Anthony, bah, va faire autre chose et délègue cette partie. Bien sûr. On est complètement d'accord là-dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on décortique rapidement Ouais. une opération type de logement atypique. Avec quelques chiffres, combien ça peut rapporter. Bon, on en a rapidement parlé tout à l'heure sur le coût d'acquisition, le taux de remplissage. Mais voilà, qu'on fasse, si vous êtes OK. Je pense que c'est bien, Ouais, c'est bah, bien de partir sur la suite Amantis, Alex. C'est ce que j'allais dire. Je vais pas vous donner le premier parce que j'ai ça à 25 000 euros. Les gens, à chaque Oui, fois qu'on en ouais. parle, c'est n'importe quoi. Donc, je préfère être sur quelque chose d'un peu plus cohérent. Yes. Donc, sur le deuxième logement que j'ai acheté, que j'ai acheté à Saint-Chamond, du coup, dans cette ville de 40 000 habitants, je l'ai acheté 42 000 euros. 42 000 euros. Donc là aussi, c'était un local commercial que j'ai transformé en appartement. OK. Voilà. Donc, changement de destination. On n'a pas eu de problématiques sur les parkings, etc. Donc, ça, c'était cool. J'y ai mis 26 000 euros de travaux, à peu près. Meubles compris. Frais de notaire, en tout, il m'est revenu à 75 000 euros. Frais de notaire, travaux compris. Ok. 75 000 euros. C'est un appartement que je loue quasiment à 100%. J'ai une stratégie sur ce bien où je cherche vraiment à faire du remplissage. OK. Donc, je fais quasiment 30%, enfin 30 nuits sur 30 nuits chaque mois. Voilà, on va dire que des fois, je peux avoir C'est énorme. des mois à 27, 28 nuits. Mais vraiment, Ouais. j'ai fait, je crois, 95% de taux de remplissage sur 2022-2023. C'est Ouais, donc énorme. bon, il y a assez de data, on va dire, pour justifier que ça marche bien, quoi. Voilà, donc Sur ça 2 marche ans de bien. recul. En moyenne, je suis à 3200, 3300 euros par mois de revenus bruts. Ouais. Donc, on va dire, partez sur 100, entre 100 et 120 euros la nuit. Voilà. Mhm. Donc, pas très cher, hein. Vous voyez, je pourrais opter sur une Ouais, stratégie c'est- en étant beaucoup plus cher et louer un peu moins. Donc, ça, c'est des stratégies aussi. C'est toujours pareil. En charge, je suis à peu près à un gros 1500, 1700 de charge. Ouais. L'impôt, parce que c'est tellement rentable que j'ai quand même un peu d'impôt. Le ménage, l'électricité, box internet, enfin voilà, Consommable. tous les consommables. Charge de copro et compagnie, quoi. Voilà, Crédit. j'ai la chance d'avoir investi dans des copros où j'ai 5 euros de charge de copro, c'est des petites Énorme. copros, donc ça c'est Ouais. cool. Donc j'ai pas de grosse charge de copro, ça évite aussi les litiges avec les voisins. Oui. Ça, on pourrait en parler aussi beaucoup, c'est quelque chose de super important à cibler, pardon. Et ce qui me fait un cash flow en moyenne entre 1300 et 1500 euros de cash flow sur ce bien. Donc ce qui fait un Ok, cash ouais, flow c'est incroyable. énorme, quoi. C'est quasi un SMIC sur un bien qui t'a coûté, du coup, 75 000 euros. 75 000, ouais, c'est énorme. Ouais. En fait, Donc, tu le payes en même pas 10 ans, il est payé. Eh ben, mais même pas, et en même pas, plus- et en plus de ça, je vais vous avouer un truc, c'est sur ce bien, j'étais tellement, je disais sur le premier que j'étais bloqué littéralement par la banque, mais le deuxième c'était encore pire. Donc ce bien-là, parce qu'on venait de monter mon plan IMO avec Anthony, mon plan IMO ça a Ouais. 3 ans, ça a 3 ans, Ok, je l'ai yes. donc pour vous raconter. Et donc du coup j'étais littéralement bloqué par les banques, donc j'ai fait un pré-conso pour payer ce bien. Donc j'ai fait 50 000 euros de pré-conso. Et je venais de revendre ma première résidence principale où j'avais fait plus de 60 000 euros de plus-value. Et donc, j'ai injecté 25 000 euros de ma poche. Ok, ouais. Donc, j'ai fait clairement un schéma bancaire qui n'était pas du tout à mon avantage. C'était vraiment Ouais. même catastrophique parce que j'ai fait un préconso sur 10 ans avec un taux Oui. à 2%. Là où à l'époque, on pouvait emprunter encore à 1%. Aujourd'hui, 2%, ça va paraître top, mais c'était Du vraiment coup, pas sur bon. 10 ans avec des mensualités J'ai assez 460, conséquentes. voilà, donc j'ai 460 euros de mensualité. Là où sur le premier logement, j'en ai que 260. Donc, j'aurais pu même avoir un peu plus. Donc voilà. Mais en soi, en 10 ans, ce bien, il est Mais même littéralement. pas, c'est en 3-4 ans. Mais Oui, en fait, oui, je suis d'accord, mais si Ouais. Ouais. tu vas au bout du prêt, quoi. mais en fait, je me dis, quand tu sors autant de cash flow, alors à moins que tu en aies besoin vraiment, tu vois, mais je suppose que vous avez une stratégie aussi plutôt long terme et vous faites ça aussi pour plus tard, quoi. Mais si tu n'en as pas forcément besoin d'autant, ça peut même être pertinent du coup de faire des prêts plus courts, non? Peut-être parce que c'est tellement rentable que. Exactement, que- ça rabat un peu les cartes. Suivant ta Ben stratégie,
Tu peux aller taper des prêts plus courts parce qu'en plus, il faut passer de la charge. Donc tu auras de l'intérêt aussi. Donc, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Moi, quand je l'ai fait, honnêtement, heureusement que je les avais, les biens. Parce que on avait fait hold-up avec Anthony, on avait monté notre boîte. Donc, moi, j'avais plus mes revenus. Donc, c'était vraiment mon cash flow qui m'a permis de vivre. Aujourd'hui, on a différentes sources de revenus. Mais la principale reste quand même les logements atypiques. Donc, moi, ça m'a vraiment servi. J'ai jamais fait une année, on va dire, complète où je mets tout de côté mon cash flow. Je pense que je serais un peu choqué si je mettais tout mon cash flow. Parce que voilà, moi je le dépense. Ça fait des belles sommes. Ça fait des belles sommes, quoi. Ok. Bon, ben ça, c'est très clair. Donc là, on a un aperçu déjà d'une opération, combien ça peut rapporter. Bon, c'est des chiffres quand même qui sont très, très alléchants, hein, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Non, mais c'est impressionnant. Et surtout, au-delà d'être alléchant, c'est possible aujourd'hui en 2023 et dans les années à venir, quoi. 75 000 euros aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 1500 ou 2000 euros, qui a peu d'épargne, il peut encore le faire. Voilà. Et je vais vous dire, je suis au chômage et j'ai emprunté 2 biens encore et c'est les mêmes types de sommes. C'était un 70 et un là 80 en ce moment. Donc c'est possible. Et quel est le type de bien entre guillemets parfait pour réaliser un logement atypique par rapport à son emplacement, vous avez vraiment sa taille. Vous avez Après, ça doit dépendre. Concrètes, hein. On Parce peut que voir. c'est vraiment les questions que tout le monde se pose. Donc on voit vraiment la recherche et qui a l'envie d'en faire un. Allez, si tu pars sur un classique rez-de-chaussée, rez-de-chaussée dans une ville de moins de 200 000 habitants. Maintenant, ça en met encore la catégorie Love Room, suite de luxe. Si tu veux faire une jungle room, tu peux aller sur des appartements en étage. Tu peux aller sur des plus grandes surfaces. Si tu pars sur, une thématique de thème aussi, et même si tu pars sur dernier étage, sur des game rooms, tu peux être sur des trucs plus gros. Exactement, j'allais dire ça. Oui, tu disais Love Room, style Love Room en rez-de-chaussée par rapport aux problèmes d'humidité, de balnéo, de poids aussi dans les immeubles, des fois ça peut. Voilà, de poids, tu auras plus de facilité à mettre un jacuzzi sur une dalle en béton au rez-de-chaussée que sur un 3e étage, sur un plancher bois qui date des années 50. Ou la cage escalier comme ça. Voilà, donc pour l'accessibilité et pour le poids. Maintenant, tu as des thématiques qui fonctionnent super bien en dernier étage aussi. Tu as des personnes qui font des ciels étoilés, c'est magnifique, avec des grands Velux, avec la nuit, vue sur les étoiles. Yes. Donc, moi, je dirais que je me mettrais pas d'œillères et vraiment, j'en ferais un peu. Il n'y a pas de règles. Oui, en fait, c'est ça, il n'y a pas de règles. C'est toi qui te fixes tes règles suivant le thème que tu fais. Maintenant, on voit de plus en plus émerger un peu des game rooms, des escape rooms aussi, où tu as un vrai parcours, tu as une vraie énigme pour arriver au logement. Et là, clairement, même si tu es en 2e étage, limite que c'est compliqué d'accéder au logement, ça rentre dans la thématique. Bon, il faut bien l'expliquer pour l'automatiser, mais on voit des nouvelles choses. Moi, j'ai vu une vidéo sur un thème sorcier, là, justement, pour pas dire Harry Potter. Tu ouvres une porte avec une baguette. Tu prends une baguette, tu ouvres une porte, ça ouvre la porte. Donc, faut voir dans la technicité comment mettre ça en place. Mais ça, c'est des éléments qui sont ouf et qui plaisent vraiment à tout le monde. Tu le marketes sur les réseaux sociaux, tu fais une vidéo qui marche bien, ton logement, il est assez rapidement mis en valeur et tu peux prendre des réservations assez rapidement aussi, quoi. Carrément. Moi, j'avais vu un truc aussi, c'était une chambre à thème Star Wars, mais le truc hyper poussé aussi, ça donnait envie de... Et c'est ça le problème. Des fois, tu as des personnes, ils veulent faire une chambre Star Wars, ils veulent mettre 3 tableaux et ils vont te dire ça marche pas. Oui, il faut pousser le truc, bien sûr. C'est normal, je veux dire, acheter 3 tableaux, ça veut pas... Moi, une fois, j'ai vu une jungle room, ça m'a fait délirer. Le mec, il a mis un papier peint acheté à Leroy Merlin jungle. Il a mis une statuette de singe et il a mis jungle room. Ouais. Non, c'est pas une jungle room, les gars. Une jungle room, c'est poussé. C'est un appart avec une tapisserie jungle. Voilà, c'est ça. Donc, carrément. Non, mais c'est aller au bout des choses, de faire à fond. Que le thème soit. Voilà, c'est ça. C'est d'aller à fond. Respecter. Ok. Et est-ce que vous avez des endroits où vous allez regarder justement pour avoir ces idées-là, où c'est en vous baladant sur Airbnb, sur les sites que vous dites ça c'est intéressant, je ferais bien ça. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même. Voilà, on a parlé 5 minutes de ça, mais déjà vous avez plein d'idées. Vous avez parlé de game room, de jungle, de Harry Potter, de ciel étoilé, tu vois. Donc est-ce qu'il y a des endroits comme ça où vous vous renseignez pour suivre un peu ce qui se fait
Non, c'est ton expérience, c'est les voyages que tu as fait, que j'allais c'est dire, les voyages. Pinterest, c'est l'inspiration que tu as, c'est la gamberge, tout simplement, brainstormer aussi personnellement. Moi, quand j'ai réfléchi à la Cinema Room, je voulais pas faire ça au début, je savais pas quoi faire avec ce logement justement. Parce que moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était pas, je voulais tout faire, je voulais à tout prix éviter la balnéo et le jacuzzi. Voilà. Moi, je me suis dit, je veux montrer aux gens que l'atypique fonctionne et que c'est pas uniquement une suite avec une balnéo qui va pouvoir permettre d'avoir ces résultats. Donc, j'ai réfléchi un petit peu à qu'est-ce que je pouvais faire. Et en fait, il faut aussi réfléchir à ce que tu aimes dans la vie parce que au plus tu aimes ça, au plus tu pourras faire un concept intéressant. Par exemple, une chambre sorcière Harry Potter, si tu es fan de la série, forcément tu vas le retranscrire encore plus dans ton logement parce que tu sais ce que les gens vont attendre en termes d'expérience pour ce logement. Bah moi, c'est vrai que je suis pas un fan de cinéma ou de série, mais c'est un truc que je kiffe bien, c'est un truc que j'aime bien et je me suis dit, c'est un truc que je me verrais faire avec ma compagne par exemple. Donc voilà, c'est en réfléchissant sur ton appétence à toi que tu peux aussi trouver des portes pour des thématiques qui peuvent être intéressantes, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne Yes. idée ça. Et ouais, pour en revenir sur ta cinéma room, ouais, clairement, franchement, moi, c'est le truc que, pareil, je me verrais faire avec ma compagne. En plus, vu le prix du cinéma aujourd'hui, entre le prix de la place, le prix du resto, le T'en as prix, pour le prix de l'essence pour rentrer 80 chez toi, euros à deux, en fait, quoi. ouais, t'en as pour 80 balles à deux. Alors là, au moins, t'as la nuit en plus, et en plus, t'as le truc où en mode c'est privatisé et tout. Donc, Ouais. je pense. Bah ouais. Ouais. Ça, bon, très t'as bon. pas l'exclusivité des films que tu peux retrouver au cinéma, mais Ouais, t'as mais bon. t'as tellement maintenant avec Ouais. toutes les applications, t'as toujours un C'est film clair. que t'as envie de regarder et que tu Oui. veux te remettre. Donc voilà, moi je pense aussi, je suis hyper emballé avec ça. Et pour compléter avec Anthony, ouais, moi les restaurants, moi je trouve que les mecs ils sont trop bons. Il y a des concepts qui sont mis en place et il faut essayer de s'en inspirer, que ce soit en France ou à l'étranger. Et c'est vrai que le voyage aide beaucoup, hein. Nous on aime beaucoup regarder enfin, ce qui se fait à l'étranger Allez. et ça aide énormément à ramener des choses un petit peu en France, quoi. Tu prends les restaurants Opa, grecs où tu casses les assiettes, c'est con. Mais je veux dire, les mecs, ils vont là-bas pour ça. Bien En fait, sûr. tout simplement. Ouais. T'y vas pour casser ton assiette. Et c'est un truc qui peut paraître débile, un peu, tu vois. Tu te dis, je vais aller. Et pourtant, c'est ce qui fait qu'il cartonne. Bah, le truc ouais, ça le me- plus connu aussi, c'est le sel de Nurserat, là, Oui. Salt Ouais. Bay. Ouais. Pas plus Carrément. con comme Ouais. truc, mais le mec, il est devenu riche, vraiment Carrément. riche par rapport à ça, quoi. Carrément, moi j'allais te donner un autre exemple, c'est à Narbonne, je sais pas si vous connaissez la ville, pareil, c'est une petite ville dans le sud-ouest au Ouais. bord de la mer. Il y a un petit resto dans un marché, le gars est blindé toute l'année, tous les jours, juste parce qu'en fait il a un concept où il a une boucherie en face, si tu veux, de son stand dans le marché. Lui il a juste de quoi faire cuire les trucs. Et en fait, les gens lui lancent la viande au fur et à mesure qu'elle est commandée. Tu sais. Genre les entrecôtes, il lui balance les entrecôtes et lui il les rattrape dans n'importe quelle position, tu vois. Ok. Et Ouais, voilà. tu vois, c'est un concept, c'est pas grand chose, mais en fait, les gens viennent pour ça, quoi. Les gens viennent voir ça. Donc, Tu te démarques, c'est tout ça. simplement. complètement. Donc, ouais. Et non, mais trop cool. Déjà, merci beaucoup Ouais, pour toutes merci ces réponses-là. Bah, de rien, les gars. Moi, il y a un dernier truc que j'aurais aimé aborder dans cet univers des logements atypiques, c'est est-ce que vous avez déjà investi dans des trucs un peu moins urbains, un peu moins appartements classiques, mais plus, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, tiny house, plutôt tout ce qui est Cabane yourte, dans les arbres. ouais, cabane et tout, parce qu'on l'a pas trop évoqué ça, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? C'est un peu confidentiel, on est en train. Ah. Pour tout Ok. vous dire, on peut pas trop en parler, mais on est en marche. train. On est en train, c'est des projets C'est les next steps. qui mettent un peu plus de temps, qui sont moins Ouais. faciles à mettre en place. Mais on y vient, parce que c'est bien sûr des projets ultra rentables. On a toujours voulu un Sûr. petit peu. Sur fin 2023-2024, il devrait y avoir 2 logements de 1 pour sûr et qui est validé à 99% et un deuxième qui devrait arriver aussi sur 2024. Voilà, de ce type insolite. Ok, Ok. trop bien. Et alors moi, c'est un truc qui m'intéresse personnellement parce que je pense à faire ça, parce que ma famille a des terrains inoccupés, quoi. Est-ce que vous ciblez des endroits spécialement genre isolés dans la nature, hyper perdus, ou pas forcément, ou c'est plus du coup le logement que vous allez créer en lui-même qui est intéressant Bah, pareil, suivant le terrain, les deux en fait. Tu vas pouvoir adapter ton thème sur un terrain plus urbain où tu n'auras pas de vue, etc. Donc, par exemple, une tiny house, faire quelque chose de beaucoup plus intimiste, mais tu n'auras pas de vue dans tous les cas ou d'environnement. Donc, c'est vraiment jouer sur le bien en lui-même. Et c'est sûr qu'après, si tu es dans des coins très reculés et que tu as vraiment des clients qui cherchent la déconnexion avec la nature, etc., bah, ça va super bien fonctionner aussi, si tu veux. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'il faut adapter un petit peu son projet et son type comment dire, pas de matériaux, mais si tu mets une bulle, un tipi, Ouais. etc., à l'endroit où tu as, Ouais. le logement.
Ouais, tu vas pas faire une bulle dans le centre-ville. Dans un lotissement. Bah, tu l'as fait, si, en haut d'un immeuble. En rooftop, ouais. Voilà, en rooftop, quoi. Mais sinon, ouais, ça va être un peu chaud, quoi. Carrément. Bon, en tout cas, ce sera hyper intéressant d'avoir votre retour d'expérience quand ce sera prêt, tout ça, parce que c'est intéressant aussi, je trouve, comme type de logement. Ouais, bien sûr. Les logements insolites sont une branche de l'Atypique hyper intéressante sur laquelle on va venir nous, et avec des potentiels encore plus incroyables pour nous en termes de rentabilité que ce qui est fait Ok. avec les chambres à thème. Ok. Bon, ben ça, c'est trop cool. Trop cool. Il y a des questions par rapport à ça? Ben non. Pour moi, on a abordé pas mal de choses, je pense. Ça va être Ouais, un c'était super un épisode. Épisode assez dense, ouais, c'est clair. De toute façon, on le voit, hein, l'atypique, c'est vraiment aujourd'hui un sujet dans quasiment toutes les bouches, hein, j'ai envie de dire. On voit que les gros du secteur, enfin les géants du secteur type Airbnb, depuis quelques mois, maintenant, on fait carrément des catégories, Oui, logement exact. atypique, logement insolite, etc. Donc on voit que c'est un vrai sujet, c'est pas seulement un truc de niche, enfin c'est plus seulement un sujet de niche, mais c'est un vrai sujet business, quoi. Donc voilà, j'espère que vous qui nous écoutez, vous aurez pu en apprendre un peu plus sur ça. On aime bien aussi poser la question, est-ce que vous avez une ressource ou quelque chose à partager pour des personnes qui souhaiteraient se lancer justement dans le logement atypique? Ouais, Ouais, bien sûr. Et ben, il y a plusieurs étapes, on va dire, de ressources en fonction de ce que les gens et ce que les auditeurs vont rechercher. Le canal le principal pour nous suivre, c'est bien sûr les réseaux sociaux sur @monplanimo, où là, ils pourront trouver dans notre bio un e-book qui est gratuit, une formation gratuite également Yes. sur les logements atypiques, pas mal de contenu de valeur. On va attaquer YouTube aussi prochainement. trop bien. Et pour ceux qui veulent vraiment aussi en savoir plus, on a des conférences qu'on organise tous les lundis soirs qui sont en direct. Si les gens veulent nous poser des questions ou mardi, aller encore Anthony. plus loin. Mardi soir. Et bien sûr, pour ceux que ça intéresse et qui se sont pas outillés pour y arriver seuls dans ce monde des logements atypiques qui est compliqué, possibilité bien sûr aussi de les accompagner, de les former. C'est aujourd'hui notre cœur de métier avec Alex. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts en fonction de là où les gens se situent dans leur parcours. Et des besoins que ce de soit chacun. Ok, Yes, ouais. voilà. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop pu développer sur mon plan IMO, mais bon, ce sera peut-être l'occasion de refaire Ouais, bien sûr. un épisode Pas de- plus entrepreneurial. Mais en tout cas, merci beaucoup pour. Merci. Et Bon. du coup, si on veut vous échanger avec vous retrouver, ça se passe sur Mon Plan Imo, sur Sur mon Insta. plan Yes. Imo. Ouais, c'est ça. Exactement. Principalement Mon plan sur Imo, Instagram, on est sur TikTok, on est sur, Ok. sur Facebook, mais principalement, on va dire que on est. Avec le même nom sur TikTok, Ouais. Mon Plan Pareil, Imo. mon Nickel. plan IMO, Yes. et voilà. Comme le disait Anthony, soit formation gratuite, soit e-book si ça suffit aux gens, Ouais. soit conférence, soit prendre directement rendez-vous avec nous, un membre de l'équipe. Voilà, s'ils veulent parler un petit peu plus précisément de leur projet. De leur projet. Trop bien. C'est trop bien. Je pense que les gens ont toutes les infos là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, mais merci beaucoup Alexandre et Anthony, et au plaisir de se revoir ou de vous réinviter plus tard. Yes. Merci Pas à de vous. souci. Merci à vous les gars. Merci à vous aussi. Ciao. À plus.